Zéro Marginal Cost Society, c'est la prédiction de Jérémy Rifkin qui nous annonce donc la fin du capitalisme tel que nous le connaissons. François-Xavier Devogiany, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université Paris-Dauphine, spécialiste de systèmes d'information, de stratégie, et vous travaillez notamment sur l'économie collaborative. Qu'est-ce que c'est l'économie collaborative? Tout à fait. D'abord, merci pour votre invitation. Alors, l'économie collaborative, c'est un terme qui date de la fin des années 70, qui est devenu une réalité à la fin des années 90. C'est principalement trois choses. C'est d'abord des nouvelles pratiques d'entraide, de don contre don, ce qui est un peu étrange dans le contexte du capitalisme. Ce sont également des nouveaux enjeux stratégiques. On co-crée de la valeur avec le client. Le client est là tout le temps pour aider à produire le service, essayer de justifier le prix qu'on va faire payer à la paire de baskets, au service, etc. Et puis ce sont également des nouvelles tendances sociales qui placent tant le client que le citoyen au cœur du capitalisme, de la création de valeur. Je pense à des sites comme One Minute ou Urban Action. Voilà, on voit aussi que non seulement le client, mais le citoyen est mis au cœur de la cité. On lui demande de replacer du milieu urbain, d'inventer des nouveaux parcs, etc. Et j'ai envie d'insister aussi sur une chose, c'est un héritage en fait, qui est souvent peu cité. On parle souvent des racines juridiques de l'économie collaborative. C'est surtout ce que fait Jérémy Rifkin en parlant des communaux collaboratifs. Il y a aussi un héritage historique, culturel. Ce sont les universités, les universitaires. Dire que le savoir doit être accessible à tous, coproduire ensemble le savoir, notamment dans le cadre de revues. Les premières revues scientifiques apparaissent à la fin du XVIIe siècle, 1665 pour être précis. C'est un vieux modèle de travail ensemble, de gens qui doivent collaborer, parfois de très très loin, avec des lettres, des livres. Je dirais que c'est une source d'inspiration extrêmement importante de l'économie collaborative dans laquelle on va retrouver beaucoup d'universitaires ou de scientifiques. Oui, on pense notamment à l'évaluation par les pairs dans le cadre des revues académiques. C'est effectivement, les pairs ne sont pas rémunérés pour, c'est un don qu'ils font pour évaluer les articles de leurs collègues. Voilà, c'est ça que vous voulez nous dire, cet héritage-là, c'est ça. Les pairs ne sont pas rémunérés pour, et puis il y a cette idée d'une horizontalité. Il n'y a personne au-dessus. Un jour, c'est moi qui peut être un évaluateur, demain, ce sera un collègue. Il y a l'idée d'une horizontalité, d'une communauté. Et cette idée de communauté, elle me paraît au cœur de l'économie collaborative. Ce qu'essayent de faire beaucoup d'entreprises, Nike, General Electric ou d'autres, c'est finalement de créer des communautés qui les aident à créer de la valeur. Des communautés horizontales de gens qui vont collaborer, parfois de très très loin. Et cette idée, elle est quasiment aussi vieille que les revues scientifiques et une bonne partie de nos universités occidentales. Alors, j'évoquais Jérémy Rifkin, on n'est pas du tout dans l'idée que dans ce monde-là, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Quand vous évoquez don contre don, on est sur un mode d'échange particulier, mais qui n'est pas le don tel qu'on peut le concevoir comme ça. Tout à fait, comme aime à le rappeler un de mes collègues de Dauphine, Norbert Alter, le don est toujours intéressé. Les gens qui viennent, en particulier dans des espaces collaboratifs, notamment des espaces de coworking, viennent pour faire de l'argent. Beaucoup de gens qui les gèrent, structures privées comme publiques, ont aussi pour souci évident de faire de l'argent. Et je vais plus loin. Aujourd'hui, le don et le contre-don ont tendance à se gérer et se mesurer. Beaucoup de grandes entreprises, je pense à des constructeurs automobiles, qui ont créé des espaces de coworking, des espaces pour travailler ensemble, mesurent la présence des entrepreneurs externes. Est-ce que ces gens auxquels on a donné accès à nos facilités, nos outils de production, est-ce qu'ils viennent? Première chose. Et est-ce qu'ils jouent la carte du don et du contre-don? Est-ce qu'ils viennent juste pour prendre notre imprimante 3D des services que l'on repropose? Ou est-ce qu'également, quand on met une annonce pour un besoin de compétences internes, ils jouent le jeu? Et si au bout d'un certain temps, des acteurs ne jouent pas le jeu, ils n'ont pas vocation à rester dans l'espace de coworking. Donc on est loin du village des bisounours. C'est la triple obligation de donner, recevoir et rendre, disait Marcel Mauss, qui est avec la revue du Mauss que l'on salue à cette occasion. Économie collaborative, ça veut dire de nouveaux espaces, de nouveaux territoires. Comment tout ça alors effectivement, c'est d'ailleurs une petite critique que je me permettrai sur l'ouvrage de Jérémy Rifkin qui parle un petit peu de comment ça vit l'économie collaborative. Je dirais que l'économie collaborative, elle s'incarne beaucoup dans des lieux, ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la bouche des managers ou des consultants, d'ailleurs également celle des chercheurs, des tiers-lieux. C'est-à-dire des lieux qui ne sont pas la maison, qui ne sont pas le travail, qui sont un entre-deux. On s'y sent un petit peu comme dans un bistrot à Paris, mais en même temps, on y est pour travailler. Donc il y a deux principaux tiers-lieux qui ont tendance à se développer. Il y a ce qu'on appelle les espaces de coworking, où on va pour louer un espace de travail. On peut le faire quelques jours, quelques mois.
là c'est plutôt en mode nomade, ou on peut être ce qu'on appelle un résident, on reste en continu. Voilà, on a créé son entreprise et on a vocation à rester du lundi au vendredi, voire du lundi jusqu'au dimanche. Alors une des originalités, parce que ce que je viens de dire jusqu'à maintenant peut rappeler beaucoup d'autres espaces de travail qui existaient avant, en partie les incubateurs, c'est qu'il y a justement une attente de collaboration. On vient pas simplement pour poser son ordinateur à côté de l'ordinateur des autres, mais avec des gens qui peuvent être des concurrents. Tout est mis en place par des événements, des outils informatiques pour favoriser la collaboration avec des événements tard le soir, des conférences, les déjeuners qui peuvent être assez structurés. Des gens qui a priori peuvent être des concurrents vont être incités à collaborer. Au-delà des espaces de coworking, il y a un deuxième ensemble de tiers-lieux qui se développe énormément. Oui. C'est ce qu'on appelle les Fab Labs, Fabrication Laboratory. Là, il y a une idée un peu plus productive, un peu moins service. On va mutualiser des moyens de production. Ça peut être une imprimante, ça peut être une machine pour faire des prototypes, imprimante 3D, etc. Et on se met autour et on collabore, parfois également entre concurrents. Il y a à peu près, au moment où je vous parle, 300 tiers-lieux de ce type-là en France. On en crée à peu près un rythme de 3 à 4 par mois. Et le nombre de personnes qui travaillent dans ce type de tiers-lieux était fin 2013 de 100 000 personnes. Je pense que ce chiffre, très probablement, va exploser dans les 3 à 5 ans qui viennent. Bien sûr. Le souci, c'est toujours l'innovation. Une des préoccupations très fortes, c'est collaborer. Collaborer pour innover. Alors, soit si on est sur un tiers-lieu qui est extérieur, comme Mutinerie à Paris, La Ruche, ici Montreuil, etc., faire en sorte que les gens qui viennent travailler dans l'espace collaborent, aient des bonnes idées. Soit si c'est un espace qui est géré par l'entreprise, favoriser la créativité de l'entreprise, mettre des petits coups d'épingle, des aiguillons, parce qu'on a des entrepreneurs pleins d'énergie, pleins d'idées, qui vont un petit peu stimuler la recherche-développement et les projets en interne. On mélange tout ce monde pour favoriser la créativité. D'accord, donc on ne fera pas le pari de la fin du capitalisme, mais plutôt de stratégies peut-être plus complexes qu'elles n'ont pu être, plus... Voilà. Très probablement. Une des thèses que défend Jeremy Rifkin, c'est un grand soir, quelque part, c'est la fin du capitalisme, basé sur la propriété privée et la propriété tout court. Il explique qu'on rentre de plus en plus dans un monde basé sur un droit d'accès, avec... Blablacar, par exemple, on partage sa voiture, on peut partager un accès à son disque dur, on serait rentré dans une économie de partage. Je pense, un petit peu comme Michel Vol, qui est venu témoigner il y a très peu de temps aussi sur ce sujet de l'économie collaborative, qu'on rentre beaucoup plus dans un prolongement du capitalisme qu'une alternative. D'abord parce que la plupart des acteurs qui développent des tiers-lieux sont dans le souci de faire de l'argent, faire du profit. Et puis aussi pour une autre raison simple, je dirais qu'il y a beaucoup de tiers-lieux qui sont le Canada Dry des espaces de coworking ou des Fab Labs, c'est-à-dire qu'ils vont reprendre certains codes, du bois, espaces vitrés, des boissons qui respectent des codes de développement durable, etc. Beaucoup de codes, entre guillemets, des authentiques espaces de coworking, mais avec derrière des logiques qui me rappellent les cybercafés de la fin des années 90-2000, vraiment des logiques très orientées business. Donc tout ça me porte à croire que le capitalisme est loin d'être à l'approche du grand soir, mais il est plutôt en train de trouver un second souffle à travers tout cela. Bien sûr, un nouvel esprit du capitalisme qui se perpétue par de nouveaux moyens. Peut-être. Et peut-être régénéré par l'esprit des scientifiques et des universitaires. François-Xavier de Vaugiany, merci pour cet éclairage. C'est moi. Un grand merci.